Bonjour tout le monde, c'est Fabien et bienvenue à bord du MSC Fantasia. Donc ça fait quelques heures qu'on est arrivé à bord et je vais pas pouvoir aller très loin dans ma vidéo puisque c'est l'heure de faire les exercices. Remirez votre attention s'il vous plaît. Nous vous informons qu'une démonstration de sécurité obligatoire aura lieu dans 15 minutes. Conformément à la Commission internationale pour la sauvegarde de l'humain arrivée au protocole gouvernementaux en matière de santé et de sécurité, vous êtes tenu de participer en regardant la vidéo de sécurité sur votre télévision de cabine et en vous regardant de la cible qui vous a été introduite. Nous invitons tous les autres qui ont embarqué aujourd'hui à se rendre dans la cabine et éteindre les signaux de départ. Nous rappelons que tout occupant de la cabine va participer à la démonstration. La participation est obligatoire. Bonjour tout le monde, bienvenue à bord du MSC Fantasia au départ de cette nouvelle croisière donc de 5 nuits en partance de Gênes qui nous emmènera donc à Marseille, à Barcelone et une journée entière en mer avant de revenir à Gênes dans quelques jours. Donc on va découvrir ensemble ce que le Fantasia a à offrir car c'est un navire qui date de 2008 qui est un peu plus ancien que le Seashore qu'on a fait en 2021, enfin qui a été conçu en 2021 pardon, et donc forcément il ne propose pas les mêmes prestations, il est peut-être un petit peu en dessous, on va voir un peu ce que ça donne, est-ce que ça vaut le coup en fait de payer peut-être un petit peu moins cher et de perdre ou de gagner en prestations, qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est moins bien. Donc voilà ce que je propose de découvrir aujourd'hui. Donc là on est arrivé aujourd'hui sur le coup des midis à Gênes, on a embarqué très très vite, bien plus vite que sur le Seashore, en moins d'une heure on avait passé les différents contrôles, laisser la voiture, laisser les valises, donc passer les contrôles, faire les tests de sécurité, entrer et même récupérer notre cabine avant même 14h pour un départ à 18h, ce qui fait qu'on a quasiment en fait une demi-journée complète où on a pu explorer le navire en détail. Voilà, donc maintenant on va vous emmener avec nous faire le test de sécurité qui va pas tarder à commencer et également, le voici qui commence, donc je vous retrouve dans quelques instants. Donc on revient un tout petit peu en arrière, il était environ 13h quand on est arrivé sur le paquebot, on a directement pris les ascenseurs pour monter sur le buffet pour aller se restaurer puisqu'on était affamés. On a profité pour piquer le petit gâteau en chocolat, là, le petit logo MSC, sur les gâteaux de bienvenue qui étaient eux pour le coup bien défoncés, qu'on n'a pas pu voir en entier, que j'ai pas pu vous filmer, mais on a piqué ce petit logo pour se faire une petite image de la victoire et du départ. Et ensuite, comme on avait notre après-midi disponible, puisqu'on est arrivé relativement tôt, on a pu récupérer assez vite nos bagages qui étaient déjà disponibles, s'installer dans notre cabine et ensuite profiter de l'après-midi entière pour explorer le navire. Donc aller voir un petit peu les différents endroits, les différents ponts, profiter que les gens étaient encore à quai pour bénéficier des différents espaces sans que ce soit trop plein et donc aussi ramener plein de belles images pour les vidéos de paquebot que je vais vous faire juste derrière avec la visite complète du Fantasia. Une fois que cet après-midi là est passé, donc on a eu un bon moment, c'est un grand paquebot, quand même plus de 330 mètres, encore une fois, le Fantasia c'est pas un petit paquebot. Il était 17h, donc ce qui nous ramène au début de la vidéo, et donc c'était l'heure de faire les exercices de sécurité, donc ce qu'on appelle le master drill en anglais, et donc pour ceux qui ne le savent pas, le déroulé de ce genre de choses, qui a pas mal évolué depuis la pandémie, dans le cas du Fantasia, consiste donc à ramener tout le monde à la cabine, regarder une vidéo de sécurité qui est obligatoire, qui est sous-titrée dans différentes langues pour que tout le monde ait pu la voir, appeler ensuite la réception pour confirmer qu'on a bien vu cette vidéo, et descendre en direction de nos stations de rassemblement, donc qui sont numérotées tout au long du navire, en suivant un parcours balisé avec les membres de l'équipage qui sont en tenue d'évacuation pour nous mettre un petit peu en situation réelle, et aller valider notre carte auprès de notre point de rassemblement pour signaler que l'exercice de sécurité a bien été fait et qu'en cas de problème, on sait où aller et où se rassembler sans avoir de soucis. Voilà. Après, évidemment, l'inconvénient pour les gens qui ne font pas l'exercice ou pour ceux qui l'ont terminé un petit peu plus tôt, c'est que pendant environ l'heure que dure cet exercice, l'ensemble des bars sont fermés, voilà. Donc les gens du coup se retrouvent sur le paquebot à vouloir boire des coups sans pouvoir les boire, et c'est tout de suite un petit peu frustrant pour beaucoup de monde. Même pour nous qui avions fini assez tôt, du coup on a une bonne demi-heure en fait pour tourner un petit peu en rond, parce que on va pas dire que le bateau est à l'arrêt, mais une partie des activités en tout cas sont bloquées. Donc si vous n'êtes pas dans un jacuzzi, vous n'avez pas déjà votre verre, ou si vous n'êtes pas dans votre cabine, vous tournez un petit peu en rond pendant que l'activité du paquebot tourne un petit peu entièrement autour de cet exercice qui est évidemment nécessaire. Dans notre cas, on a profité pour continuer notre visite du paquebot, donc continuer à faire le plein d'images à fond. Et surtout, ce qu'on voulait absolument faire, c'est à 18h être à dispo sur le pont pour pouvoir voir partir les autres paquebots. Donc notamment le Seashore, qui partait déjà un petit peu vite, c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'on était à la bourre. Et juste derrière lui, le Symphonia, qu'on n'a pas pu voir encore, qui est un paquebot plus ancien de la flotte MSC, qui est donc plus petit, qui était entièrement caché par le Seashore. Donc que j'ai attrapé rapidement en vidéo au moment où il partait. Depuis le pont supérieur du navire où se tenait également ce qu'on appelle la Sail Away Party, c'est-à-dire la petite fête qui s'organise à l'extérieur au moment de larguer les amarres. Donc ça consiste en quoi? C'est une petite partie de l'équipage qui se rassemble en tenue un petit peu rigolote, qui va vous mettre en place des chorégraphies, des choses comme ça, et les gens sont libres de se joindre à eux en fait pour s'amuser, passer un bon petit moment, en même temps que le bateau se met en route. Donc évidemment vu de l'extérieur comme ça, c'est peut-être un petit peu kitsch. Moi le premier j'avais encore jamais trop vu, je trouvais ça un petit peu ridicule de l'extérieur. En fait, quand on est sur place, l'ambiance est vraiment super sympa et on profite vraiment du moment, de l'ambiance, de la bonne humeur de tout le monde. Donc c'est un moment qui est très, très sympa, je vous conseille de le faire. Ça ne se fait qu'au moment où le bateau part vraiment de son port d'embarquement. Dans notre cas à Gênes, ça ne s'est pas refait à Marseille ou Barcelone les jours suivants.
Donc c'est un moment un petit peu particulier qui est un peu sympa, auquel c'est bien de participer au moins une fois, quoi, pour voir un peu l'ambiance. Ceci étant fait, il était 18h largement passé. On avait techniquement nos horaires de restaurant cette fois-ci au premier service, c'est-à-dire à 18h45. J'aime autant vous dire qu'à 18h45, quand on a fait l'embarquement, la petite fête de départ, ou qu'on est en excursion, qu'on vient juste de rentrer, et en plus qu'on a des enfants qu'il faut éventuellement laver, changer et compagnie, 18h45, c'est un horaire qui est assez compliqué. Donc le restaurant, sur lequel je n'étais pas plus pressé que ça d'aller, parce qu'on n'avait pas eu des très bonnes expériences avec ça sur nos navires précédents, a été repoussé jusqu'au jour où on serait en mer, ou au moins on n'aurait pas d'impératif à terre. Donc le premier soir, on s'est retrouvé au buffet, encore une fois, à profiter de l'offre pléthorique de bouffe qu'il y a sur place, et à confirmer cette bonne impression qu'on avait eue déjà le midi, du fait que sur le Fantasia, la nourriture est quand même de bien meilleure qualité que ce qu'on avait eu sur le Seashore. Alors peut-être qu'on n'avait pas eu de chance, en tout cas pour des plats équivalents, j'ai trouvé que la qualité de préparation était bien supérieure, donc on a déjà vachement plus profité du buffet cette fois-ci. Et quelques jours plus tard, vous verrez qu'on a eu également de très bonnes surprises en arrivant au restaurant. La bonne surprise qu'on a eue par contre, donc en rentrant à la cabine, c'est de la trouver déjà préparée pour le soir, parce que ça c'est quelque chose que font très bien les intendants de cabine. D'ailleurs un petit coucou à Sourage qui s'est très bien occupé de nous pendant les 3 jours. Et on a trouvé notamment, outre le programme du lendemain, un petit billet alors non pas d'excursion, mais de navette, puisque quand on n'a pas d'excursion, et j'avais pas eu l'occasion de le voir sur Rome ou Naples, qui n'ont pas tout à fait les mêmes types de ports que ce qu'on allait voir cette fois-ci, la compagnie organise, en partenariat avec des compagnies locales de cars, en fait, des navettes, simplement, qui vont faire les allers-retours entre le port et le centre-ville, on va dire. Donc, pour le lendemain, pour Marseille, on avait ce petit papier qui nous attendait. Il suffisait de le remplir, une signature, on le donne le lendemain à l'autobus, et en fait, c'est directement débité sur notre compte. Donc 17 € pour un aller-retour, ça peut paraître un petit peu cher, mais finalement, si on ramène ça au prix d'autres choses, et aussi à la sécurité de pouvoir vraiment embarquer en bas du paquebot, d'avoir un point de rassemblement facile et des navettes régulièrement, en plus qui couvre de 8h à 17h au total entre les allers et retours, c'est une solution que j'ai trouvée très pratique. Donc on s'est dit que le lendemain, pour aller sur Marseille, et le surlendemain sur Barcelone, on allait utiliser ce truc-là plutôt que de galérer avec les bus de ville où il y aurait plus de monde et compagnie. Donc voilà, ça coûte un peu plus cher, mais finalement, c'était pas forcément plus mal. C'est une première journée qui s'achève avec de très bonnes premières impressions sur le Fantasia, finalement, comme quoi un navire n'a pas besoin d'être hyper moderne pour avoir un service, une qualité de nourriture, une qualité d'embarquement qui soit très largement supérieure à ce qu'on a connu auparavant sur le bateau, donc sur le Seashore. Première impression, première journée, hyper positive, j'ai aucun regret, mais alors vraiment aucun, à avoir choisi le Fantasia pour cette petite croisière improvisée. Donc on va voir si à partir de demain les choses se maintiennent dans cette idée-là. Mais pour l'heure, on va se caler devant un bon petit film sur la tablette dans le lit et récupérer notre longue journée pour être bien en forme demain. Allez, à plus, à demain. Et Tagala, direction Marseille, nous voici arrivés ce matin, il est à peu près 7h30, 8h, un truc comme ça, on s'est réveillé pile poil en même temps que le jour se levait et qu'on arrivait au port, donc c'est parfait, tout le monde est prêt, tout le monde est de bonne humeur, on a passé une super bonne nuit, la mer était hyper calme, aucun souci, et donc on va être parti pour la journée, donc on va prendre un petit déj, profiter du service de navette dont je vous ai parlé juste avant pour rejoindre le centre de Marseille et essayer d'aller voir donc le musée de la mer, le MUSEM, et ensuite se promener un petit peu sur le vieux port, faire un petit tour à droite à gauche, avoir un petit point de vue, on va dire, du cœur de Marseille, qu'on a déjà vu nous la semaine dernière quand on était sur le Costa Smeralda. Et ensuite, une fois qu'on aura fait tout ça, revenir tranquillement au paquebot et profiter du beau temps et peut-être, sûrement de la piscine, des jacuzzi, d'une fin de journée qui sera sûrement au repos bien mérité. On a évidemment commencé la journée par quoi ? Par un petit déj, parce qu'encore une fois, un des gros avantages de la croisière, c'est la bouffe à volonté. Attention au kilo quand vous allez à bord. Profitez de l'offre, encore une fois, de petit déjeuner avec plein de choses qu'on ne trouve pas forcément tous les jours ou qui ne sont pas liées à notre pays. Moi j'adore le bacon et les omelettes et le salé au petit déj, donc forcément quand on me propose ça au petit déjeuner international, j'en profite. Ma fille avait des pancakes, des gaufres, donc il a fallu faire un peu attention aux quantités. Faites gaffe si vous arrivez avec des enfants qui se goinfrent pas trop, parce que je vous garantis que vous allez rentrer avec des kilos en plus. Une fois que ça s'était fait, finalement je pensais descendre à terre directement. Ma fille a insisté pour qu'on visite le haut du paquebot qu'on n'avait pas encore vu. Donc on est parti à nouveau en exploration, notamment pouvoir ouetter le toboggan, on a pu voir un petit peu la piscine à l'arrière. Ce qui est assez extraordinaire quand on est sur le bateau assez tôt le matin, en fait, c'est qu'il y a des tas de zones du bateau, il n'y a absolument rien. Là je suis sur le pont arrière, en fait il n'y a absolument rien sur l'endroit le plus haut du paquebot. On a derrière nous les toboggans et la zone de sport pour les gosses. Et là en fait ici non, il y a des chaises longues et compagnie, et il n'y a absolument rien. Les gens sont au petit déj, il est 9h du matin.
Et on a en fait tous les ponts super du bateau quasiment pour nous. Il faut voir les autres paquebots qui arrivent et compagnie. Alors le spot est super sympa. Bon, on risque de le regretter un petit peu après pour aller faire la queue pour les navettes pour aller au centre-ville. Mais à Marseille, on n'a pas non plus un programme trop chargé, donc même si on part plus tard, c'est pas vraiment dramatique. Mais voilà, il faut savoir profiter un peu du paquebot des fois dans des moments où il y a beau avoir 4000 personnes à bord, en fait, il y a des camps, il y a absolument personne, c'est assez top. Aujourd'hui, on est à Marseille. On va y voir quoi? On va aller voir le musée de Marseille. Bon, sur le Fantasia, quand même, ça descend quand même super vite, hein. On est tranquille. Là-bas, il y a le Speralda qui est en face de nous, ça y est, qui est arrivé lui aussi. Et on va tranquillement aller visiter le musée, le Mucem, hein, et faire un petit tour. Mais franchement, des embarquements à Marseille, royal, quoi. Débarquements. Vous avez compris l'idée. Allez, c'est parti, on va trouver la petite navette de bus et on est en route pour la petite visite. Et après, on s'est donc dirigé vers les navettes qu'on a trouvées directement donc, à la sortie du port, qui nous attendaient et pour lesquelles on n'a effectivement pas fait que du tout. En fait, on s'est retrouvé dans une petite file d'attente, on a donné notre truc, en 10 minutes on était dans le bus et 20 minutes plus tard, même pas, on était sur le port de Marseille. Donc port de Marseille, c'est super, cette navette dépose quasiment devant le Mucem, donc vraiment sur un des points de départ les plus intéressants de la ville. La ville a souvent une mauvaise réputation, notamment nous au niveau des Français qui avons accès à pas mal de faits divers sur ce qui peut se passer dans différents quartiers et compagnie. Bon, c'est une chose, hein, c'est la vie de toutes les villes, en fin de compte, ont des problèmes comme ça. Par contre, il faut admettre que Marseille a fait un énorme travail en fait, de mise en valeur de son port et de sa zone portuaire au sens large. Et la visite, en arrivant via paquebot, en fait, donne un point de vue très différent sur la ville. Notamment, on a commencé par la cathédrale de la Major, donc pas la Notre-Dame de la Garde qui est en hauteur, qu'on n'a pas eu le temps de visiter. Hein, c'est comme quelque chose qui prend du temps, donc il faut l'anticiper. Par contre, la cathédrale de la Major qui se trouve en bas a été pas rénovée, mais en tout cas remise en valeur avec un parvis assez impressionnant qui domine une bonne partie de la ville et qui s'élève tout en majesté et qui se visite avec facilité et qui est vraiment assez impressionnante à la fois de sobriété et d'élégance. C'est un endroit qu'on a beaucoup aimé visiter et qui permet depuis le parvis de contempler en face de soi cette nouvelle zone avec notamment le Mucem, juste devant le musée de la grotte Cosquer qui va avoir son importance dans la suite. Et en plus on a pu voir juste à quai un autre petit paquebot qui s'appelle le Silver Moon, donc de la compagnie Silver Sea, qui est un paquebot on va dire plus luxueux mais plus petit, qui a pu se mettre à quai lui vraiment directement sur le port. Donc big up on va dire aux gens qui étaient à bord et qui ont ce genre de moyens là, parce que pour la visite de la ville là pour le coup, descendre ton paquebot et directement en ville, ça doit être hyper confort. Donc on avait anticipé donc le Mucem que je voulais visiter. Avec ma fille voulait visiter aussi. J'étais un tout petit peu inquiet sur le niveau des expos parce que ma fille elle a 7 ans, donc si les expos étaient un peu trop axés, on va dire trop culture locale ou en tout cas pas assez pédagogique ou peut-être pas assez dans l'imaginaire pour l'enfant, ça risquait de poser un problème. Et en fait on est passé devant le musée de la grotte Cosquer qui est juste devant, je vais vous en parler dans 2 petites minutes. Et en lui expliquant ce qu'il y avait dedans, elle a switché, elle a changé d'avis et donc on est parti faire cette visite qui coûte je crois 16 € pour un adulte, donc c'est pas non plus excessif. La grotte Cosquer c'est quoi? En fait c'est la reproduction en sous-sol, donc sous le niveau du musée, d'une vraie grotte sous-marine qui a été découverte il y a un peu plus d'une vingtaine d'années, qui 30 000 ans en arrière était accessible à pied et qui a été en fait masquée par la montée des eaux et qui dedans regroupe énormément de fresques préhistoriques qui montrent notamment la faune de l'époque, donc c'est une découverte qui est assez fascinante. Et donc elle a été reproduite ici, donc on descend par un petit ascenseur, j'ai pas pu filmer, on n'a pas le droit de filmer à l'intérieur cette partie-là, et on est dans une espèce de petite voiturette, là un petit peu comme dans les dernières attractions à Disneyland, dans une reproduction de la grotte avec un commentaire audio qui est assez intéressant, qui va nous expliquer un peu ce qu'on a trouvé, l'histoire de la grotte, les différents animaux qu'on pouvait trouver à l'époque, et c'est toujours amusant de se dire que 30 000 ans en arrière, à Marseille, il y avait notamment des pingouins, c'est assez rigolo. Donc c'est pas mal de découvertes, on va dire, au niveau de l'histoire, c'est super intéressant, notamment pour moi qui, pour ceux qui le savent, est aussi, entre autres, prof de SVT à côté, donc c'est forcément une approche naturelle que j'aime bien. À l'issue de cette visite, on remonte à l'étage, et là, vous avez une petite expo, notamment de reproduction d'animaux de l'époque, qui sont d'une qualité assez incroyable. On dirait vraiment des animaux qu'on a retrouvés tels quels et qui ont été naturalisés, alors que ces animaux qui ont disparu il y a plusieurs milliers d'années. Et des petites explications un petit peu ludiques et pédagogiques sur comment la grotte a été prise par les eaux et tout ça. Donc c'est un musée que je conseille vivement, surtout si vous venez avec des enfants, et en plus qui offre depuis son étage supérieur de très belles vues sur la marina juste devant nous. Donc c'est plutôt pas mal. Le Mucem, on est allé y faire un petit tour après parce que son accès est gratuit, donc sachez-le, les expos à l'intérieur sont éventuellement payantes, mais l'accès au bâtiment est gratuit, donc on peut y entrer, on peut s'y promener, et surtout l'intérêt c'est d'aller sur la terrasse, de traverser l'immense passerelle qui la relie au fort qui vient fermer l'entrée du vieux port en face,
qui a été lui aussi réaménagé en de très nombreuses terrasses, de très nombreux petits endroits où on peut se promener, se poser. Il y a des bars, il y a un restaurant côté Mucem. La passerelle est impressionnante à emprunter et ça offre des vues en fait sur le Vieux-Port et sur la mer à l'extérieur qui sont assez formidables. Ça peut aussi se visiter, mais cet accès-là est gratuit. Ça permet vraiment d'avoir une vue assez intéressante sur le Vieux-Port. De l'autre côté, du coup, sur une des arêtes des fortifications, vous pouvez découvrir le Vieux-Port dans toute sa splendeur, cette espèce d'enclave vraiment très sympa qui est le cœur de Marseille, avec une vue sur Notre-Dame de la Garde, sur l'autre fort qui est en face, qui venait verrouiller le système défensif. Donc vraiment, vous avez une vue à la fois historique et touristique de la ville qui est vraiment super sympa. Pour la suite, on avait quand même déjà pas mal cavalé, donc ce qu'on a décidé de faire avec ma fille en tout cas, c'est d'aller jusqu'au centre du Vieux-Port pour quand même faire le tour, voir les bateaux, sentir un peu l'odeur de la mer. Le matin, il y avait le marché qui se tenait, ça sentait fort le poisson, ça lui a pas trop plu. Il y a en fait beaucoup de choses à faire directement derrière. Vous avez l'accès à la Canebière, vous avez un grand centre-ville avec beaucoup de magasins, de choses comme ça. Donc il y a, pour ceux qui sont entre adultes ou qui sont un peu plus à même de marcher, de tenir le rythme plus longtemps, il y a beaucoup de choses à faire et à voir pour le shopping ou juste pour profiter un peu de l'ambiance de la ville, des quartiers qui sont très sympas. Donc faut pas hésiter à aller un petit peu se perdre dans les rues derrière, sans perdre de vue le Vieux-Port et se rappeler qu'il faut retraverser tout le Vieux-Port pour retourner prendre la navette, ce qui demande un petit peu de marche à pied. Donc évidemment, il faut prendre ça en compte dans sa balade. En tout cas, nous, après une pause repas, la visite du Vieux-Port, on est retourné donc dans l'autre sens tranquillement jusqu'à la navette. Et encore une fois, le service de navette était parfait parce qu'on n'a pas attendu, la navette était sur place et en fait à 15h, un truc comme ça, on était de retour sur le paquebot. Ce qui nous a permis ensuite de profiter du paquebot en tant que tel avant que les gens reviennent à bord. Et là où ça devient intéressant, c'est que comme la météo, on a eu beaucoup de chance pour une fin octobre, la météo était vraiment très belle, donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a pu profiter de la piscine à l'extérieur, des jacuzzis qui eux sont chauffés. Attention par rapport au Seashore, les piscines du Fantasia sont pas chauffées, donc même celle intérieure, elle est pas bien chaude, donc attention quand même, préparez-vous à ça. Par contre les jacuzzis sont chauffés et on a pu aller expérimenter notamment le toboggan, donc qui est décroché de la piscine, c'est un espace séparé où les enfants peuvent accéder sur autorisation, c'est assez bien fichu. L'eau était d'ailleurs un peu plus chaude, donc on a pu profiter de ce toboggan sans qu'il y ait trop de monde, on s'est bien marré, moi ça fait longtemps que j'avais pas fait ça. C'était rigolo, donc voilà, on a pu vraiment profiter de tout ça. Le soir, évidemment, c'est quand même posé avec un petit cocktail, une fois, n'est pas coutume, quand je suis en croisière, j'aime bien ma petite pina colada, c'était mon instant d'adulte, parce que j'étais dans une journée qui était quand même largement dédiée à ma fille et à ses envies. Donc en fin de journée, je lui ai quand même dit, vas-y, défoule-toi un tout petit peu dans les différents espaces, puisqu'il y a de la place, cavale un petit peu. Papa, il va juste prendre une petite pina colada, se poser 2 secondes et se dire qu'il a eu un moment d'adulte à lui, histoire de pouvoir en profiter. Alors ce qui était intéressant sur cette croisière aussi, c'est que j'ai eu la chance d'y retrouver plutôt pas mal de gens que je connaissais d'avant. Patricia, dont on parlera un tout petit peu plus tard, qui est une personne qui suit ma chaîne YouTube en fait et qui m'a proposé un accès au Yacht Club, donc on va aller le visiter dans pas longtemps et je ferai une vidéo dédiée là-dessus. Et également Olivier, qui est un ami de longue date, qui était venu avec toute sa famille, que j'ai pu voir à bord, avec qui j'ai pu discuter, échanger. C'était sa première croisière, c'était super intéressant de pouvoir partager un moment comme ça et de retrouver à bord d'un paquebot des gens que en général je vois dans des contextes totalement différents. Le soir, on est tombé pile poil en fait sur une des représentations du théâtre. Alors le théâtre, justement, c'est pareil. Je me suis demandé un petit peu comment ça allait se passer, vu qu'on n'avait pas d'application, de choses comme ça. Comment est-ce que en fait on allait se retrouver à savoir qui pouvait aller au théâtre, de quelle façon, tout ça, est-ce qu'il y avait des réservations à faire. Et en fait, le système est très simple. Si vous mangez au premier service, vous allez au second spectacle. Si vous mangez au second service, vous allez au premier. Et dans tous les cas, en fait, l'accès aux salles n'est pas contrôlé, donc on peut entrer, sortir, circuler sur les extérieurs pour voir un bout du spectacle sans que ça pose de problème. Et le truc est suffisamment bien fait en fait pour qu'il n'y ait pas de dérangement, qu'on puisse profiter du spectacle à l'intérieur sans que la salle soit surbondée. Donc là on avait un spectacle à tendance un petit peu irlandaise, acrobatie, choses comme ça, avec de très belles images. Bon, ça rend pas super bien dans le noir, mais franchement c'était un bon petit moment. Alors les spectacles MSC sont peut-être pas aussi poussés que d'autres productions, d'autres compagnies, mais ils permettent de passer un bon petit moment. Ça dure un petit 3/4 d'heure, je dirais, grand maximum. Donc c'est un moment en fait dans la soirée qui est plutôt sympa à faire. Donc il y a différents spectacles, chaque soir c'est différent. Le lendemain il y a un truc sur le flamenco par exemple. Le dernier jour il y avait un spectacle autour des chansons d'Ed Sheeran qui était réinterprété et sûrement mise en mouvement avec les artistes sur place. Donc ça devait être sympa aussi. On n'a pas pu faire forcément les autres, mais en tout cas on a pu faire ce premier spectacle là. Après ça, on a continué un petit peu notre visite encore du paquebot, mais on va pas se mentir, après des journées entières comme ça, même si c'est des vacances, j'avoue que le soir, encore une fois, comme la veille, en fait, j'étais pas forcément super chaud pour me coucher super tard. Donc on est rentré avec la petite et on est allé se coucher pendant que le bateau quittait le port. Et puis on a profité de notre soirée tranquillement en se disant que le lendemain matin, on allait se réveiller dans un lieu entièrement nouveau pour nous, parce que moi je connaissais pas non plus, c'est-à-dire qu'on allait se retrouver à Barcelone.
Et voilà, bonjour à tous et bienvenue à Barcelone. Donc aujourd'hui le temps derrière moi ça se voit pas trop mais c'est assez nuageux, il y a un grand soleil derrière donc c'est très très blanc et ça arrache un peu les yeux. Mais il fait quand même extrêmement chaud donc on n'aura pas trop de soucis, 22 degrés sur une fin octobre c'est top, donc on devrait pouvoir faire une très très belle promenade aujourd'hui. Sachant que ce que j'avais prévu au programme, manque de peau, le musée qu'on devait voir est fermé le lundi, on est lundi, c'est pas de peau, mais on va quand même se débrouiller en reprenant à nouveau les navettes proposées par MSC comme on a fait hier à Marseille pour aller se faire un tour au centre-ville et essayer de voir quand même quelques spots un peu sympas dans Barcelone. On a pris notre petit déj, tout va bien, il y a pas mal de monde forcément Barcelone, il y a beaucoup de monde qui embarque et qui débarque donc ça brasse pas mal, mais bon globalement comme d'hab, comme chaque matin, ça n'a pas grand chose à signaler, donc on n'a plus qu'à maintenant prendre nos petites affaires et se diriger vers la navette pour aller découvrir Barcelone qui est une ville que je ne connais pas, donc je suis très très impatient d'y aller. Un petit quelque chose que j'ai pas pensé à mentionner, c'est que quand on partait fin octobre, le bateau était mis aux couleurs d'Halloween. Ce qui était super sympa pour les enfants, en fait, le grand atrium était décoré avec plein de petits fantômes là, en papier crépon qui étaient faits certainement par l'équipage de façon tout à fait manuelle, des petites chauves-souris de partout et des écrans animés à droite à gauche, en fait, un peu de décoration qui donnait une petite ambiance sympa, donc pour les enfants notamment. C'était hyper agréable de pouvoir se plonger un peu dans l'ambiance d'Halloween, d'avoir une petite déco spécifique dans le paquebot. D'ailleurs, on a fini par tomber sur un des petits fantômes qui avait décidé de se faire la malle, donc on a embarqué, et donc je vous présente Fantomie, qui a été notre petite mascotte pendant les quelques jours qu'on a eu, et qui aujourd'hui trône fièrement dans la maison en prévision d'Halloween qui approche. Voilà, ça fait plaisir aux enfants, ça fait plaisir aux parents, c'est une attention qu'on peut apprécier. À Barcelone, donc, on a commencé notre journée comme toutes les journées, c'est-à-dire par un énorme petit déjeuner, pour prendre des forces à nouveau et une fois encore faire appel donc à la navette que ABC mettait à disposition pour nous rendre au centre-ville. Donc là pour le coup Barcelone je connaissais un petit peu moins donc j'ai potassé un petit peu avant. Je vous engage d'ailleurs quand vous vous préparez une croisière à bien regarder un petit peu où vous allez parce qu'une croisière, une escale de croisière c'est au mieux 8h, 18h, c'est assez limité dans le temps. Donc essayez de cibler un peu les choses que vous voulez faire. Soit vous vous dites on essaie de faire un tour du maximum de choses mais en n'ayant pas forcément le temps de s'arrêter, donc il va falloir soit prendre les bus rouges là, comment ça s'appelle, les bus hop-on, hop-off, là où on peut grimper sur des circuits, puis rester dedans, et puis profiter si vous êtes vraiment en hauteur des différents sites que vous allez pouvoir voir. Soit vous dire que vous allez marcher pas mal, et puis faire des arrêts, mais vous n'aurez pas forcément le temps de visiter les choses. Soit l'autre option, c'est de cibler une zone de la ville, ou un musée comme on a fait par exemple à Marseille, un quartier spécifique, des choses comme ça, et se dire là on va aller s'immerger un peu dans l'ambiance de la ville, ou là on va aller visiter tel musée, on va prendre le temps d'eux en sachant qu'on n'aura pas le temps de tout faire, et ce sera l'occasion, soit sur une autre croisière, soit sur un voyage en famille ou en amoureux, ou ce que vous voulez, de revenir pour voir la ville plus en profondeur. Bref, dans une ville que vous connaissez pas, ciblez un coin, essayez de profiter de l'endroit, parce que soit vous courez et vous êtes prêt pour ça, soit vous n'allez pas en profiter. Il y a beaucoup de gens qui reprochent souvent aux escales de croisière d'être trop courtes. On peut pas tout voir en une journée, donc il faut choisir la façon dont on aborde la ville, et comment est-ce qu'on va pouvoir voir des choses sans être empêché de profiter en fait de l'atmosphère de la ville. Donc il faut vraiment un petit peu anticiper ça. Ça passe aussi par un peu de préparation et un petit guide à acheter à l'avance pour voir un peu ce qu'il y a à voir, ce qu'il y a à faire, ce qu'on veut voir et cibler tout ça. Ça permet aussi d'avoir une meilleure vue de la ville et de sa géographie, de ne pas être totalement perdu quand on arrive dedans. Dans le cas de Barcelone, donc moi j'avais ciblé quoi ? J'avais ciblé un petit peu le quartier historique. Je voulais comme essayer de voir la Sagrada Familia quand même, qui était un peu nécessaire. C'est un petit peu l'incontournable quand même, mais qui est un peu plus loin. Donc il allait falloir un petit peu se disperser. Et par contre pour le reste, rester sur le quartier historique, ce qu'on appelle le baril gothique. Et essayer un petit peu de capter l'ambiance, de profiter. Et en sachant pas à quoi s'attendre, c'était assez intéressant. Donc on est arrivé donc en plein centre de la ville. Les navettes nous déposent donc à ce stop un petit peu, cette espèce de rond-point un petit peu spécifique avec ces grands arceaux de métal qui sont vachement sympas. Très, très repérables, notamment avec la présence aussi des grandes tours du téléphérique à côté et du monument à Christophe Colomb qui est un peu un point central de la ville qui permet toujours de savoir où est le port et de se repérer très facilement, même quand on est un petit peu plus loin dans la ville, si on a un peu de vue dégagée. Donc c'est assez pratique pour se repérer. Depuis le monument Christophe Colomb, il y a une espèce de grande artère en fait semi-piétonne qui s'appelle la Rambla, qui permet d'aller dans le centre-ville. Donc ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va la suivre un tout petit peu, profiter un peu de l'ambiance et ensuite partir dans les petites ruelles de Barcelone. Donc on a obliqué à un moment donné sur la Plaza del Rey, je parle pas bien espagnol, enfin bref, la place royale, on va dire ça comme ça, qui est une petite place à arcade qui est très jolie, avec de jolis petits lampadaires un petit peu rigolos, et qui a été notre porte d'entrée, on va dire, vers les petites ruelles de la ville, qui sont, que je vous conseille en fait, si vous aimez un petit peu faire des petits magasins, faire des petits trucs comme ça, c'est rempli, pas que de magasins de souvenirs, mais aussi de magasins de vêtements, de magasins de décoration, de galeries d'art. On circule là-dedans, vraiment c'est tout serré, mais c'est pas non plus surchargé, puisque on n'est pas en plein été, j'imagine qu'au mois d'août c'est beaucoup plus rempli. Et ça permet en fait
de profiter encore une fois de l'ambiance de ces petites choses, éventuellement de trouver des souvenirs un petit peu sympas et pas que les machins hyper lambda qu'on va trouver dans les grosses zones touristiques. Et en suivant ces petites rues, on arrive sur une très très grande place qui donne accès au grand complexe de la cathédrale Sainte-Eulalie. Donc c'est un gros complexe médiéval avec donc une cathédrale, différents bâtiments, donc ils peuvent se visiter, c'est assez balèze, ça prend un bon gros quartier. Et c'est une place qui est super vivante puisqu'elle est animée de plein de petits, comment on va dire, amuseurs de rue, c'est pas vraiment le bon mot, mais en fait des gens qui sont sur place, bon, qui vont essayer de trouver une façon de gagner leur vie comme ils peuvent, mais qui vont à chaque fois essayer d'apporter quelque chose. Comme cette dame qui générait ses bulles de savon en pagaille pour les enfants, comme ce monsieur avec sa harpe. On a même vu un gars qui était éleveur de pigeons, c'est pour vous dire. Donc c'est une place qui est très vivante, qui est très populaire et qui a un petit côté en fait Quasimodo à l'ancienne, avec voilà, les amuseurs de rue, les gens qui viennent visiter, le côté religieux. C'est un quartier qui est vraiment très sympa à visiter. Encore une fois, qui se divise en petites ruelles, en petites cours intérieures, en petits passages, en petits moments où on ne s'attend pas à trouver une architecture beaucoup plus aérienne. On peut même y trouver à un moment donné les anciens remparts romains de la ville qui sont encore visibles, qui viennent clore la zone. Donc le Barry Gothique, c'est un quartier qui est vraiment super intéressant à regarder, dans lequel on peut passer une bonne partie de son escale en fait sans avoir le sentiment de s'ennuyer, quoi. C'est très complet, il y a plein de petits restaurants aussi, de choses comme ça. Pour le coup, je voulais quand même que ma fille et moi on puisse voir la Sagrada Familia en vrai, donc là il a fallu prendre un petit coup de métro. Bon, j'ai pas filmé, mais le métro de Barcelone, franchement, est nickel, très simple d'emploi. Si vous avez pris un métro n'importe où en France avant, vous ne serez pas dépaysé. Il circule très bien, il est très bien indiqué, il est propre. Franchement, il n'y a aucun problème par rapport à ça, il n'y a pas d'insécurité. Donc, ça nous a permis, en 2 changements très rapides, encore une fois, on ne se perd pas là-dedans si on a déjà pris un métro dans sa vie, de nous rendre à la Sagrada Familia, donc cette fameuse cathédrale construite et pas terminée, mais initiée par l'architecte Gaudi, qui a une influence très importante sur la ville. Si on a le temps, on peut aussi orienter sa vie par rapport à ça, avec les parcs et les maisons qu'il a construits. Elle est toujours en travaux, mais elle est relativement impressionnante par sa hauteur, par son style, par cette espèce de choix architectural extrêmement audacieux pour une ville aussi importante que Barcelone. C'est vraiment un coin que je conseille. On n'a pas le temps de faire les intérieurs, ce sera fait la prochaine fois. Il paraît qu'à l'intérieur, elle est extraordinaire. Donc si vous avez le temps, si vous voulez cibler, l'entrée est payante, par contre, attention. Si vous voulez cibler cette visite-là, prévoyez un peu de temps pour être sur place, mais c'est quelque chose à ne pas manquer, ne serait-ce que de l'extérieur, parce que c'est vraiment un site qui est incroyable. Une fois ça fait, on a repris un coup de métro pour retourner vers le centre-ville, parce que je voulais voir aussi l'Arc de Triomphe, qui est vraiment sympa, qui ouvre sur un grand parc qu'on n'a pas le temps de voir malheureusement, avec notamment un espace zoologique que j'ai pas pu visiter, mais bon, qui paraît-il est sympathique, quoique un peu vieillissant. Et on a fait le choix ensuite de rallier la place de Catalogne, qui est une place assez gigantesque, assez marrante, avec ces espèces de rassemblement de pigeons et ces perspectives sur des très très grands bâtiments. Vous y trouvez aussi un ensemble de grands magasins façon Galerie Lafayette, si vous voulez vous faire un peu des magasins de marque, et sans courir dans toutes les rues de la ville. Et de là, en fait, vous retrouvez la Rambla, donc qui nous a permis, attention, qui est très très longue, et faites gaffe si vous la prenez par le début, elle est très très grande cette avenue, la Rambla, qui vous ramène jusque sur le port, avec tout un tas de magasins de souvenirs, on va dire plus touristiques, mais qui peuvent aussi faire plaisir éventuellement quand on aime bien de temps en temps ramener un souvenir un petit peu classique. Moi j'aime bien les souvenirs un peu kitsch, c'est mon truc, donc voilà. Ça peut être un endroit très sympa pour finir sa balade. Rallier les navettes qui nous attendaient. Il y a déjà 3 navettes qui étaient en randonnion prêtes à nous embarquer sur le paquebot et retourner sur le paquebot assez rapidement. On va pas se mentir, j'en ai fait des grandes villes dans ma vie, mais Barcelone je connaissais pas encore et honnêtement c'était un gros kiff. La ville est super sympa, je la reconseille vivement. Pour une escale c'est un peu court, mais il y a plein de trucs à voir, mais alors passer 3 jours là-bas en amoureux ou en famille ça doit être vraiment excellent et je pense que c'est quelque chose qu'on va programmer pour une très prochaine fois. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a vues et encore bien plus qu'on n'a pas vu. Donc Barcelone totalement validé, le temps magnifique. Maintenant on va tout d'abord du paquebot et prendre encore une fois un peu de repos parce que finalement on est quand même bien là pour ça. La journée donc se terminait encore une fois par un petit cocktail, un petit moment de piscine, un petit moment de toboggan, un petit moment de détente. On a eu droit à ce moment-là à un moment en fait que j'avais pas encore vécu en croisière et que je vous ai mis, il y a une vidéo dédiée, je vous mets un lien quelque part pour la regarder en entier. Sur ce départ, on a eu la chance en fait de croiser énormément d'autres paquebots durant notre croisière. Alors quand on aime bien les paquebots, c'est super sympa de les voir. Et la chance qu'on a eu à Barcelone, c'est d'être amarrés les uns derrière les autres. Nous on était les plus au fond de la zone et on n'est pas partis les derniers, ce qui fait que depuis le pont supérieur on a eu en fait un passage devant tous les autres paquebots qui étaient encore à quai, donc le Carnival Freedom, le Queen Elizabeth de Cunard qui est quand même un paquebot qui a une certaine réputation, et le Costa Smeralda qui était là aussi, donc je vous renvoie encore une fois à la vidéo que j'ai fait dessus il n'y a pas si longtemps. Le pouvoir voir ces paquebots en n'étant pas soit à bord ou au niveau du sol, mais plutôt depuis le haut d'un autre paquebot qui est aussi haut qu'eux, ça permet d'avoir une vue sur ces paquebots qui est assez extraordinaire.
Et les gens en fait qui sont également à quai à ce moment-là vous saluent de part et d'autre. Et c'est notamment l'arrivée au niveau du Smeralda qui a eu cette espèce de montée, on va dire, de foule, de saluts, de cris, de sifflements, d'envois, de salutations réciproques en fait, d'un paquebot à l'autre, qui a créé une ambiance en fait à bord qui était assez extraordinaire. Je vous en mets un tout petit bout ici pour que vous puissiez en profiter, mais regardez un petit peu comment les gens se sont enjaillés les uns les autres et quelle bonne humeur ça génère en fait au moment de ce départ de croisière. Ah, ça c'est de l'ambiance, c'est trop bien. Oh, c'est un beau moment. Donc c'est sous ces vivas, en fait, sous cette ambiance extraordinaire qu'on a repris la mer et qu'on a entamé notre voyage de retour en direction de Gênes, sachant que là, pour le coup, on allait avoir donc une journée entière en mer, donc pouvoir profiter toute la journée d'avoir à perdre de vue que de l'eau. Aujourd'hui, c'est ma première journée intégralement en mer sur une croisière. J'avoue que je suis très pressé de pouvoir en profiter. Regardez derrière moi un petit peu, de l'eau à perte de vue. C'est un plaisir. En plus, on a une mer qui est certes agitée, mais le Fantasia ne bouge quasiment pas en fait. On sent très peu de mouvement là-bas. C'est une super nuit. C'est un bateau qui est extrêmement stable, donc franchement je pense que c'est une bonne journée aujourd'hui, le temps doit être magnifique, on a du 22-23 degrés, et en plus on a un bonus sur la journée, outre le fait qu'on va aller visiter les dernières installations qu'on n'a pas encore vues aujourd'hui, notamment la salle de sport, on a aussi la chance à 14h d'être invité au Yacht Club pour aller voir une cabine balcon dans le Yacht Club et éventuellement quelques installations autour, donc ça va nous permettre de faire un petit tour bonus qui va être vraiment super sympa. Mais pour l'instant on va commencer par le meilleur moment de la journée, c'est-à-dire le petit déj. Qui n'a pas loupé du coup forcément, donc encore une fois on a redémarré notre journée avec un méga petit déjeuner et on a consacré là pour le coup notre matinée vraiment à encore un petit peu à visiter ce qui nous manquait, parce qu'il y a des zones qu'on n'avait pas encore vu sur le paquebot, notamment le centre fitness qu'on n'avait pas pu voir, donc on a pu visiter, qui est vraiment extraordinaire sur ce bateau, presque meilleur en termes d'ambiance, en termes d'accueil que ce que j'ai pu voir sur le Smeralda où c'était vraiment pas ouf, et même sur le Seashore qui avait pourtant un bel espace de sport. Là vraiment l'espace sport du Fantasia était vraiment sympa. On avait l'accès donc au centre de soins du Auréa à côté, mais qui est payant, donc on n'y est pas allé. Et ensuite, une fois que ça s'était fait, on a pu encore une fois aller profiter des jacuzzis, des piscines, des choses comme ça. Moi, j'ai pu me détendre un tout petit peu. Forcément, la fréquentation est beaucoup plus forte quand tout le monde est à bord et qu'on est en mer. Donc, d'un côté, anticipez vos accès et dites-vous que vous n'aurez pas forcément des places sur les transats. D'un autre côté, ne soyez pas cet invité, ce croisiériste qui dès le matin va se pointer avec ses serviettes et bloquer 10 transats d'un coup et disparaître dans le paquebot en espérant garder ses places toute la journée. C'est extrêmement désagréable, on n'aime pas ces gens-là, et si vous êtes cette personne-là, sachez-le, personne ne vous aime. C'est très agaçant. Donc si vous n'êtes pas à la piscine, n'allez pas bloquer les transats pour les autres, même s'il y en a d'autres qui le font aussi, ne vous dites pas si les autres le font, je le fais aussi, essayez d'être un petit peu au-dessus de ça, c'est très agaçant. Voilà. On a eu la chance, comme je vous disais un petit peu plus tôt dans la vidéo, d'avoir à bord donc Patricia, qui est une des personnes qui suit ma chaîne, qui avait qui était venue chercher des vidéos sur le Fantasia avant sa propre croisière, qui a pris des places, qui a eu la chance, qui a eu l'occasion, l'opportunité et le budget de pouvoir, avec ses deux petites filles, prendre une chambre dans le fameux Yacht Club. Donc le Yacht Club, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'expérience, on va dire, premium à bord des bateaux MSC, c'est-à-dire ce qui est considéré comme un navire dans le navire, donc des cabines de prestations supérieures, des prestations, on va dire, de conciergerie et majordome à excursions qui sont soutenues par des personnes qui vont vous aider, qui vont vous assister, qui vont tout organiser pour vous. Ils ont leur propre restaurant, leur propre piscine, leur propre solarium, leur propre jacuzzi, donc tout un espace de calme qui est mis un petit peu à l'extérieur du navire, et on peut en fait faire toute sa croisière sans quasiment jamais se mêler, on va dire, aux gueux, aux autres. Je plaisante un peu, évidemment, chacun a son budget en croisière, moi le premier, et j'ai aucun souci avec les gens qui ont plus de budget pour se permettre ce genre d'expérience-là, il n'y a aucun problème. Ce qui est super sympa de la part de Patricia, ce que j'ai beaucoup apprécié, et je la remercie vraiment pour ça, c'est que justement, elle nous a permis d'accéder au Yacht Club, de visiter sa cabine, de visiter les installations du Yacht Club donc sur le Fantasia, et de pouvoir un petit peu voir quelles étaient les prestations à bord. Donc ça a été déjà un très bon moment de partage avec elle, elle nous a accueillis superbement bien, même les gens du Yacht Club qui ont tout de suite vu qu'on n'était pas du coin, nous ont accueillis avec gentillesse le temps qu'on fasse notre visite, se sont prêtés au jeu de la caméra et tout ça, donc c'était très sympa.
Et on a passé un bon petit moment. Donc là aussi, je vais vous renvoyer la vidéo que je vais publier dans quelques jours, qui fera le détail de tout ça. Mais c'est en tout cas hyper intéressant de pouvoir voir un petit peu cette prestation. Pourquoi pas un jour, si on a un gros pied à dépenser, peut-être pas avec les enfants, parce que c'est pas forcément hyper fun pour les gosses, mais en amoureux, quand on est un peu plus âgé, pouvoir s'offrir cette prestation et ce calme et cet accès à la croisière dans une ambiance qui est beaucoup plus sereine et accompagnée que quand on est sur la partie buffet, piscine avec tout le monde, quoi. Donc c'était un moment vraiment très sympa. En plus on allait boire un petit verre ensemble après, discuter un petit peu. C'est une personne que j'ai trouvée extrêmement sympathique. Donc Patricia, si tu regardes cette vidéo, merci beaucoup à toi pour ta gentillesse et ton accueil. C'était vraiment une super opportunité et vraiment merci de nous avoir accueillis dans le Yacht Club. On a fini la journée comme on peut la passer seulement quand on est à bord d'un paquebot en mer, c'est-à-dire à la piscine. Donc honnêtement c'est une journée en fait de glande absolue, la journée en croisière, parce que si vous n'avez pas pris un forfait de connexion et compagnie, vos téléphones ne captent pas, donc vous êtes coupé du monde. Alors pour nous c'était un peu frustrant d'être coupé de notre famille qui était restée à terre, je veux dire, de l'autre côté, puisque je suis parti qu'avec ma fille et ma femme, et mon autre fille qui est plus petite était restée parce qu'il y avait du boulot et que c'est un peu compliqué à gérer en croisière. Donc c'est un peu frustrant de ne pas pouvoir s'appeler et compagnie, mais d'un autre côté ça vous force à vous détendre, en fait, d'être obligé de ne rien faire, en fait, et rien faire c'est pas forcément un mal. Donc prendre un petit verre, aller se poser dans le coin de piscine, aller se poser dans un bar, aller profiter un peu des différents espaces, parce que le Fantasia est très très bien conçu à ce niveau-là. Allez, si on a une cabine balcon comme c'est notre cas, aller se poser simplement sur le balcon, profiter du bruit de la mer, parce qu'on n'entend pas les bruits de la machinerie du paquebot, en fait, quand on est en mer comme ça. On n'entend pas les bruits du moteur, choses comme ça, vous avez vraiment que le bruit des vagues, donc c'est hyper agréable, et profiter de l'instant simplement, pour se détendre, bêtement, pour déconnecter. Et je pense que c'est une des choses qui fait que les gens apprécient d'aller en croisière, quoi. C'est cet instant où vraiment vous avez à vous occuper que de vous, quoi. C'est super intéressant. Petite remarque en passant, vous avez vu qu'on a une cabine balcon. Ceux qui ont suivi ma vidéo précédente ont vu qu'on avait initialement réservé juste une cabine avec vue mais pas avec balcon. Donc on a eu un surclassement MSC en fait qui n'était pas prévu, qui n'a pas été annoncé, on l'a découvert ça par hasard. Je n'en connais pas les raisons, je ne sais pas pourquoi, c'est arrivé à d'autres personnes, sans surcoût, sans payer, sans demander quoi que ce soit. On nous a attribué une cabine balcon, notre cabine Ocean View qu'on avait prévu à la base. C'est des choses qui arrivent, alors pas toujours, des fois ça n'arrive pas, des fois ça arrive, donc on a évidemment été très 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 content de découvrir ça, qui nous a permis d'avoir une expérience MSC supérieure sans pourtant débourser plus d'argent, donc bonus, merci à MSC pour l'initiative, c'était pour le coup super sympa. On n'a eu aucun problème en fait, pour ceux qui craignent un petit peu les mouvements en mer, par exemple sur ma vidéo du Seashore, j'avais indiqué qu'on avait quand même pas mal été secoué par la mer et compagnie. Alors on a eu la chance d'avoir un océan qui était quand même relativement calme. Il faut bien dire océan, la Méditerranée c'est une mer pas un océan, donc une mer qui était relativement calme. Mais même les quelques moments où il y a eu un peu plus de vagues au cours du séjour, je dois reconnaître que le Fantasia est un bateau qui est extrêmement stable. J'ai vraiment quasiment jamais senti le mouvement, même pas le bruit des moteurs, la petite vibration ou quoi que ce soit. Même en mer, à part à quelques petits moments de manœuvre, pas un mouvement, quoi. C'est assez incroyable comme le Fantasia tient bien la mer. Il faudra que je le teste en situation un peu plus agitée. Mais j'ai eu le sentiment que par temps calme et équivalent par rapport au Seashore, il était quand même globalement plus stable. Donc bonus encore une fois pour le Fantasia, qui est un navire qui est plus ancien, mais qui nous a vraiment fait une impression plus que positive. Du coup, puisque on avait dit qu'on le ferait, on est allé également manger enfin au restaurant, donc au Red Velvet, qui est le grand restaurant sur 2 niveaux du paquebot. On y est allé le midi parce que j'avais pas envie d'aller encore une énième fois au buffet, et on a été très bien accueillis et très bien reçus. Donc le midi, il n'y a pas de réservation, il n'y a pas d'horaire, on peut y aller comme on veut, il n'y a pas de problème. Il y a un menu qui change tous les jours avec des plats de base et des plats nouveaux qui sont proposés. On peut servir autant de fois qu'on veut, c'est pas un problème, ça dépend de votre appétit, c'est super cool. Donc le midi, on l'a déjà très très bien mangé pour le coup, donc c'était déjà une première bonne surprise parce que l'expérience qu'on a vue sur le Seashore était pas ouf. Et quand on y est retourné le soir, là vraiment l'expérience de restauration à bord du Fantasia m'a vraiment enlevé, on va dire, toutes les réticences que j'avais pu avoir auparavant par les expériences à bord du Smeralda et du Seashore, parce que là on a vraiment été reçus, mais alors comme des rois. En plus on n'était pas pour le coup sur une table où il y a d'autres personnes, alors c'est très bien parce que des fois on met les gens ensemble pour qu'ils discutent, pour qu'ils se rencontrent. Là, alors ce qu'ils avaient vu qu'on était père et fille tout seul, on a une table pour deux, rien que pour nous. Le serveur était adorable, le service était extraordinaire, on vient carrément vous mettre vos petites serviettes sur les genoux et compagnie, on les servit mais de façon extraordinaire. Les plats étaient vraiment très très bons, ça arrivait chaud, c'était bien cuit, c'était bon à manger, c'était délicat, c'était bon en bouche en termes de goût, en termes de saveur. Tout était extra, le dessert était un petit peu en dessous éventuellement, mais par contre vraiment les plats principaux étaient sympas, même à la fin on m'a même demandé si je voulais un plat supplémentaire, si j'avais assez mangé, donc franchement... L'expérience MSC là, sur le Fantasia de restauration était vraiment très très positive et j'ai pour le coup vraiment presque regretté de ne pas y être allé plus tôt.
Donc les prochaines croisières, on essaiera de profiter un peu plus du restaurant, même si l'horaire est un poil plus contraignant. On verra comment on s'organise. En tout cas, voilà. Si j'avais des réticences ou des récriminations sur le service à bord et sur la qualité de la nourriture auparavant, là pour le coup, vraiment, la nourriture sur le Fantasia, en tout cas au restaurant le soir, était vraiment très très bonne. Donc rien à redire là-dessus, quoi. Tout reproche envolé en tout cas. Voilà, le Fantasia m'a permis vraiment de redécouvrir ça de façon différente. Donc c'est vraiment un bon point pour ce navire. La journée se terminait, ceci étant, à un moment donné, il allait quand même falloir retourner à terre, puisque c'était une mini-croisière de seulement 3 nuits et 5 jours. Donc on est allé rentrer se préparer, puisque comme je vous l'avais peut-être déjà expliqué, quand vous avez des valises, le système de prise en charge de vos bagages vous oblige le soir précédant votre débarquement à au plus tard minuit déposer votre valise devant votre cabine pour qu'elle soit prise en charge par l'équipage, qu'elle soit ramenée à terre le lendemain matin et que vous puissiez la retrouver au terminal. Donc ça implique aussi de se préparer en avance, de garder uniquement ce dont on a besoin pour le lendemain, parce qu'il ne faut pas se retrouver non plus sans trousse de toilette au matin, donc anticiper un petit peu ça, rassembler ses affaires, parce qu'on doit quitter les cabines autour de 7h30, donc il faut s'organiser un tout petit peu, c'est le moment un petit peu agaçant, on va dire, sur la croisière, surtout si on a envie de profiter de la soirée et tout ça, mais il faut quand même, avant minuit, anticiper ça pour pas se retrouver le lendemain matin à traîner ses bagages de partout pendant 3 plombes. 7h30, on était donc sur le pont, littéralement. On a reprofité encore une fois du petit déjeuner. Le bateau arrivait en fait à Gênes quasiment quand on s'est levé sur le coup des 7h, donc on a pu profiter de la manœuvre d'accostage. Ensuite, on est allé prendre tranquillement notre petit déjeuner. Donc, il y avait beaucoup de monde qui était sur place, mais ça ne nous a quand même pas empêché de trouver une place près des fenêtres pour pouvoir profiter de la vue. Et ensuite, on a attendu tranquillement en fait, que arrive notre heure de débarquement. On s'est bien organisé, on a un horaire, des numéros qui nous sont donnés, donc il n'y a pas de souci, on ne peut pas se planter. Comme on a débarqué que vers 10h, on a profité encore une fois un petit peu d'aller se poser un petit peu sur le pont, d'aller se promener un petit peu, d'aller reprofiter un petit peu des différents espaces, notamment comment il s'appelait, le Manhattan Bar, qui était un des points forts de notre croisière, où les enfants s'amusaient en attendant les départs d'autres personnes d'excursion et de ceux qui débarquaient ce jour-là. Et en fin de compte, on a rejoint donc le théâtre, qui était notre point de ralliement, donc en attendant que le numéro soit appelé pour quitter le paquebot, donc en suivant un petit peu les groupes à mesure qu'on nous appelait pour ça, quoi. C'était la fin de la croisière, c'est toujours un petit moment un petit peu triste évidemment, mais tout ce qu'on peut dire là-dessus, pour faire le petit bilan, l'idée était, est-ce qu'on peut profiter aussi d'une croisière sur un navire plus ancien quand on était habitué à un navire plus récent? Est-ce qu'une cabine moins chère apporte les mêmes prestations? Est-ce que le fait de par la technologie à bord pose problème? Et en fait non. Je vais vous dire un truc, de vous à moi, ma croisière sur le Fantasia, je l'ai préférée à celle que j'ai fait sur le Seashore. Elle s'est mieux passée en termes d'embarquement, en termes de débarquement, en termes de prise en charge à bord. On a eu en plus un surclassement, c'était bonus, c'était pas attendu. La nourriture était meilleure, le paquebot a à la fois ce côté un petit peu grandiose que j'aime bien dans les MSC, mais en même temps avec des endroits plus intimes, des bars où on a plus le sentiment d'être dans des espaces très séparés, où on peut vraiment profiter les uns des autres et de différentes ambiances. Donc le Fantasia, et donc j'imagine l'ensemble des 4 bateaux qui composent la classe, propose en fait une expérience de croisière qui est hyper agréable, que je conseille pour des premières croisières. Je pense qu'il y a moyen de se faire un méga kiff dessus. Si j'ai l'occasion de revenir sur le Fantasia ou sur un des autres bateaux de sa classe, ce sera vraiment avec grand plaisir, quoi. Voilà. Donc j'ai beaucoup apprécié le Seashore évidemment, hein. Les bateaux plus récents proposent plein de choses, peut-être plus de trucs en matière notamment d'accueil pour pas d'accueil pour les enfants, puisqu'il y avait un kids club à bord qui était très bien fait, mais en termes de toboggan, de choses comme ça, d'attractions on va dire sur le paquebot, il y a plus de choses sur les paquebots plus modernes, certes, mais en termes d'ambiance et d'atmosphère de croisière, le Fantasia a été un moment vraiment suspendu de 4-5 jours là, que je regrette déjà, qui me paraît déjà loin. Et si vous avez l'occasion donc de pouvoir réserver une croisière à bord, je vous conseille très très largement le Fantasia. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous avez apprécié de voyager un petit peu avec nous. Je reviendrai vers vous avec une visite du Fantasia plus en détail, une visite du Yacht Club aussi plus en détail, peut-être un avis définitif ou un comparatif entre différents paquebots pour clore cette série de vidéos. N'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude, hein, si la vidéo vous a plu, si vous voulez voir les autres vidéos, si vous voulez accéder aux futurs contenus qu'on mettra dessus. Et puis n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à poser toutes vos questions, je serai plus que ravi d'y répondre dans les commentaires ici ou ailleurs. Et j'espère vous retrouver très très bientôt pour une prochaine vidéo.